Notre experte cette semaine est Olivia Barr, médiatrice familiale. Bonjour Olivia. Bonjour Michel. Vous êtes là pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous ouvrir des portes, pour nous donner du grain à moudre, des idées pour avancer. Alors tout cela quand ça va bien, mais aussi quand ça va moins bien et quand ça va mal. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt douloureux, mais qui peut tous nous concerner, la séparation. Et on a beau dire parfois que c'est choisi, c'est toujours, Olivia, un moment difficile. Et oui, la séparation, quand on est en couple, qu'on soit marié ou pas, c'est toujours un moment très difficile, avec très souvent en fait une asymétrie entre la personne qui a décidé de se séparer et celle qui va subir la séparation. Et c'est vrai que celle qui subit la séparation, eh bien, elle peut être sous le choc, d'autant plus qu'il y a un effet de surprise. Si on s'y attend pas, c'est encore pire. Et j'ai en tête une dame qui me disait au mois de février, on était au sport d'hiver et je me disais mais quelle chance j'ai d'avoir ce mari se balader dans la rue, et elle se disait ça. Et au mois de juillet, monsieur a dit on arrête et je m'en vais. Et donc le choc est extrêmement violent, il y a beaucoup de colère, il y a de la tristesse, il y a de l'incompréhension. Et quand je disais il y a une asymétrie, c'est-à-dire que de l'autre côté, il y a celui qui a décidé de partir, qui peut lui aussi, il est content de la décision qu'il prend parce qu'il se dit que c'est la meilleure chose qu'il a à faire, et en même temps, il peut ressentir une forme de culpabilité en se disant j'ai bien conscience que je fiche la famille en l'air, mais aujourd'hui, c'est la seule issue que je vois, et j'ai cette culpabilité, mais qui ne peut pas s'exprimer parce qu'évidemment que l'autre souffre beaucoup plus, ou en tout cas différemment, et ça ne se dit pas beaucoup, cette culpabilité. Le panel d'émotions est impressionnant. Vous avez parlé de culpabilité, mais aussi de douleur. On passe par de nombreuses phases. Exactement. Donc, souvent, on parle de cette fameuse courbe du deuil qui est aussi valable pour le deuil d'une relation. Et c'est vrai que c'est beaucoup de douleur, je disais, d'incompréhension pour celui qui est quitté. Et parfois, j'ai une personne qui m'a dit un jour, en fait, ce qui est... la séparation, c'est presque pire que la mort. Parce qu'en fait... quand la personne est morte, on ne la voit plus, mais quand on se sépare, on la voit encore et on est obligé de continuer à discuter ensemble, par exemple au sujet des enfants. Et j'avais noté une citation de Thomas Jefferson, qui est un président américain, qui disait « La séparation est pire que la mort. La mort met fin à nos souffrances. La séparation les fait naître. » Et je trouve que ça dit bien ce qui peut se passer quand on se sépare. Thomas Jefferson, l'un des auteurs de la Déclaration de l'indépendance des États-Unis. Et puis, la séparation, vous l'avez dit et sous-entendu, c'est aussi le fait de se séparer, c'est aussi perdre, c'est aussi une défaite. Et oui, quand on se sépare, on perd énormément de choses. On va perdre du temps avec un conjoint, quelqu'un à qui raconter ses journées, avec qui partager sur l'éducation des enfants. On va perdre éventuellement une famille, puisqu'on va perdre la famille de l'autre. On va perdre des amis, parce que probablement qu'on ne pourra pas garder tous les deux les mêmes amis. On va perdre du temps avec ses enfants. Ça, c'est très difficile. On peut perdre aussi une maison, parce qu'on va changer de maison. Donc, c'est un bouleversement énorme. Et quand on ne l'a pas choisi, c'est d'autant plus difficile. La séparation se passe rarement de manière apaisée. Elle s'accompagne tout de même d'une sorte de conflit. Et oui, parfois il y a du conflit. Et on voit de temps en temps sur les réseaux sociaux des gens qui disent je cherche un avocat, trouvez-moi un avocat mordant et qui va rien lâcher. Donc ça peut être surprenant. En tout cas, ça dit quelque chose de l'intensité de la douleur de la personne et qui veut probablement faire souffrir l'autre autant que lui souffre. Ou en tout cas, obtenir de la part de l'autre une forme de réparation de la souffrance impliquée par la décision de se séparer. Et ça rajoute de la difficulté. Et cette souffrance, finalement, elle a vraiment besoin d'être entendue. Elle a besoin de se dire et d'être reçue par l'autre pour qu'elle puisse peut-être s'apaiser un peu. Vous voulez dire que la souffrance qu'endure une personne dans le cas de séparation, eh bien cette personne a envie de la partager et que l'autre partage cette souffrance. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, que l'autre mesure la souffrance que j'ai vécue et comme s'il pouvait ne la mesurer que s'il la vivait lui-même. Et donc, il y a quelque chose de plus fort chez cette personne qui veut que l'autre souffre. On parle de séparation, on parle de couple, de famille. Évidemment, la question des enfants se pose en cas de séparation. Et oui, la question des enfants se pose. Alors, voilà, ce qu'on dit souvent, c'est que le problème de la séparation pour les enfants, c'est pas tant la séparation ou le divorce en lui-même, mais le conflit parental. Alors, quoique, moi, je pense quand même que les enfants,
Il y a toujours quelque chose de très difficile à vivre, hein, parce pour eux, on parlait des pertes et eux aussi vivent des pertes. Mais c'est clair que le conflit va augmenter la difficulté pour les enfants. Et peut-être qu'on ne mesure pas assez qu'un enfant, il est la moitié de ses deux parents. Un enfant, il a son père et sa mère en lui. Et quand les parents se disputent, c'est comme un peu si ça se disputait à l'intérieur de nous. Et peut-être qu'on a tous en tête des moments où nos parents se sont disputés sans pour autant arriver à la séparation. Ça crée toujours un malaise chez les enfants. Et alors là, dans le cadre d'une séparation, c'est encore plus difficile. Voilà, quand maman critique papa, c'est une partie de l'enfant qui se critique à l'intérieur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc un des enjeux, ça va être comment on peut protéger l'enfant du conflit parental, distinguer le conflit conjugal de la parentalité qu'on va avoir à mener ensemble, parce que nos enfants, on les a jusqu'à minimum 18 ans, mais bien plus encore après, et que quand il y aura peut-être des événements familiaux, on sera quand même amené à se voir. Mais ça veut dire que forcément, s'il y a des enfants, il y aura un impact sur ces enfants de cette séparation, qu'ils l'expriment ou non, il y aura un impact. C'est évident qu'il y aura un impact. Et la façon dont l'impact va être important, est-ce que l'impact va être important ou pas, ça va dépendre de la façon dont c'est parlé et de la façon dont les parents parlent de l'autre parent. Par exemple, j'ai entendu quelqu'un qui disait non mais chez papa, le papa il accepte que notre fils dorme dans sa chambre. Et pour moi c'est inacceptable. Donc moi je dis à mon fils, ton père il fait n'importe quoi. Comment on peut essayer de mettre cette espèce de parapluie entre le conflit entre les parents et de dire à l'enfant peut-être, oui, ton papa il fait comme ça. Moi je suis pas du tout d'accord avec cette façon de faire, mais lui fait comme ça, il pense que c'est ce qu'il y a de bon pour toi et donc je le laisse faire. Essayer de distinguer ce que je pense de ce que fait l'autre parent et peut-être pouvoir le dire à l'enfant. Et dans ce que vous dites, il ne faut pas que l'enfant aussi devienne ce vecteur, ce chemin où les parents se repassent la balle. Exactement. On a parfois des enfants qui sont des messagers. Tu diras ça à ton père. Certains même ont l'enveloppe avec l'argent pour la pension alimentaire à transmettre à leurs parents. Et la maman parfois, ou le papa qui paye la pension, il y en a un des deux, qui dit... tu fileras ça à l'autre. C'est la façon dont on parle à l'autre parent de l'autre parent est importante. Et donc oui, parfois les enfants se retrouvent messagers et des espèces de casques bleus, parce que aussi eux, ils veulent essayer de faire la paix entre les parents, des casques bleus entre chacun des deux parents. Notre experte cette semaine est Olivia Barr, médiatrice familiale. Un mot tout de même de l'horizon qui s'ouvre, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on peut y répondre, faire face, avancer tout de même? Je suis d'accord. J'aime bien votre question parce que l'idée, c'est quand même de donner un peu d'espoir et des lueurs. Pour moi, un des vecteurs, c'est de pouvoir se faire accompagner sur deux plans. J'allais dire, un premier plan, c'est comment se faire accompagner, soit pour doucement faire le deuil de la relation, et puis peut-être se faire accompagner pour bien se séparer. Et donc pour ça, il y a par exemple des médiateurs familiaux, il y a aussi des avocats qui sont spécifiquement formés à la négociation, éventuellement à la médiation. Il y a des avocats qui s'appellent les avocats de la paix. Donc peut-être se diriger vers ces personnes-là qui vont avoir une sensibilité à l'amiable, à la discussion, à amener la communication entre les personnes, pour espérer que ça se passe le mieux possible. Mais ça veut dire que si on arrive à apaiser la souffrance des deux membres du couple, forcément ça se passera mieux? Je pense que oui. Et pour ça, pour apaiser la souffrance des deux membres du couple, il faut qu'on puisse essayer d'installer une espèce de compréhension mutuelle. C'est-à-dire qu'à la fois, la personne qui a quitté mesure l'intensité du tsunami pour celle qui est quittée, et que celle qui est quittée puisse mesurer que pour l'autre, ça n'a pas été si facile, qu'il y a une forme de culpabilité. Et quand on arrive à mesurer... Et puis peut-être aussi prendre chacun la responsabilité de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est quitté, mais qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? Peut-être, c'est pas tout noir ou tout blanc, et c'est jamais l'un qui est responsable de tout. Mais ça demande du travail sur soi, de l'humilité, de la bienveillance avec soi et peut-être d'être accompagné. Mais il n'y a jamais d'équilibre parfait en cas de séparation. Il y a forcément un des deux ou une des deux qui lâche plus, entre guillemets. Alors, la question de lâcher, moi, ce à quoi j'invite les personnes, c'est peut-être à ne pas lâcher. À dire ce qui va pas, mais à ne pas lâcher. Parce que parfois, il y en a qui lâchent pour être en paix. En disant, de toute façon, je lui laisse la maison, je verserai la pension alimentaire qu'elle veut, et je lâche parce que je vais avoir la paix. Mais la paix, finalement, peut-être qu'on la gagne pas toujours, et que finalement, le problème va revenir plus tard. Et moi, j'invite les personnes à réfléchir à comment elles peuvent être en paix. Comment elles peuvent trouver une vraie paix
en se disant: «Bah non, en fait, je vais pas lâcher la maison complètement, je vais demander une compensation. Peut-être ça va être un peu difficile, mais c'est là que je me sentirai, le plus en accord avec moi-même». Donc ça demande de l'énergie, ça demande de l'investissement, mais peut-être que c'est au service d'accords qui soient plus durables et ça permettra d'éviter une résurgence d'un conflit ultérieur. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est capable de s'entendre après une séparation? Ah, j'y crois tellement. J'aimerais tellement que ça soit possible pour tous. Après, il y a des souffrances qui sont tellement intenses que ça met des années et parfois on rencontre des gens qui sont en conflit depuis 10, 15 ans. Mais moi, je crois que tout est possible à n'importe quel âge et que chacun est capable d'un chemin pour aller vers plus de compréhension et d'entente. Et si je vous ai bien écouté, l'idée c'est de s'exprimer, de dialoguer pour que le dossier soit clos, entre guillemets, qu'on ne revienne pas dessus 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard. Oui, c'est ça. Alors qu'il soit clos à cet instant T. Et après, c'est sûr qu'au fil des années, il y a des nouveaux, j'allais dire des problèmes, en tout cas des nouveaux sujets qui vont s'inviter. Parce que si on se sépare quand nos enfants ont 5 et 7 ans, eh bien, quand va arriver le moment enfin, quand est-ce qu'on donne un téléphone portable à nos enfants, ben voilà, peut-être qu'il va y avoir à ce moment-là des nouvelles discussions pour dire moi j'aurais fait ça, moi j'aurais fait ça. Euh, voilà, quand il va y avoir les questions d'adolescence, les organisations de voyage, bah, qui va payer le voyage linguistique aux États-Unis. Donc, voilà, c'est sûr que ce qui est difficile, c'est que bah, il va falloir 100 fois remettre l'ouvrage sur le métier. Ou le métier sur l'ouvrage, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce qui est traité à l'instant T, c'est sûr que c'est beaucoup plus favorable à des discussions apaisées ultérieurement. Et là, on parle essentiellement, évidemment, de vie de famille, médiation familiale. Est-ce qu'il y a un âge, une durée pour que l'on parle réellement d'une séparation difficile? Parce qu'on peut imaginer des jeunes couples qui se séparent très rapidement. Il y a aussi la période de fiançailles qui est faite pour ça, où on peut aussi tester l'un l'autre. Quand on parle de séparation, c'est vraiment une séparation, c'est un vécu ensemble depuis des années. Oui, c'est ça, c'est un vécu ensemble depuis plusieurs années. Je ne sais pas à partir de quand. Mm. En fait, je pense que c'est aussi l'intensité émotionnelle, affective qui est engagée dans la relation qui va faire que ça sera plus difficile. Je lisais un article qui disait que la moyenne des divorces était après 15 ans de mariage. Voilà. Donc, ça donne un repère, mais voilà, je ne sais pas Mm. à partir de quand la douleur est plus grande, en fait. Ça donne aussi un repère pour dire que personne ne peut faire le malin face à ce genre de réalité. Mais non, personne ne peut faire le malin, surtout pas moi. Non, mais c'est parce que ça s'appelle l'œil de l'expert, mais je ne suis pas, voilà. Vous êtes médiatrice familiale, c'est votre job. Le conseil est évident, alors peut-être une petite porte de sortie utile qu'on néglige trop souvent dans la vie de couple, justement. Ah, la communication. La réponse facile. Non, mais oui, bien sûr, la communication, mais de quelle communication parle-t-on, en fait, hein? C'est pas, chacun parle sans écouter l'autre. C'est comment on arrive à se rejoindre, à se comprendre, et on peut se former pour ça. Et je pense que ça peut être utile. C'est pas inné, la communication. On l'apprend pas à l'école, pas encore, en tout cas. Et puis, quand on apprend à communiquer, bien, on est modélisant aussi pour nos enfants pour plus tard. J'avais une question subsidiaire. À partir de quand c'est trop tard? Dans le couple? Oui. À partir de quand c'est trop tard dans le À couple? partir de quel moment est-ce que ça devient trop tard? Ah. En fait, dans mon expérience, j'ai l'impression qu'il y a des espèces de moments charnières avec des gens qui vivent des choses sans forcément mettre de conscience dessus et qui d'un seul coup se disent: «Là, la coupe est pleine, je ne peux plus supporter». Et d'un seul coup, il y a une rupture. Comme s'il n'y avait pas eu de conscience de tout ce qui était difficile à supporter et qu'on n'avait pas pu dire au fur et à mesure. Et ça arrive d'un seul coup brutalement. Donc il faut pouvoir vidanger avec de la communication. Oui, mais voilà, c'est ça. Enlever la poussière sous le tapis régulièrement pour éviter l'effet domino de un truc qui va détruire toute la relation. Notre experte cette semaine était Olivia Barr, médiatrice familiale. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Avec joie, Michel. À bientôt.